Donc, afin de respecter les timings et pour ceux qui sont avec nous en ligne, on va commencer. Et je laisse la main à Christophe Thierry, qui est consultant Knowledge Management et qui va animer la deuxième table ronde, le KM pour une efficacité durable. Donc, 3 des intervenants sont avec nous en présentiel et merci. Et Rachad Najar sera avec nous en ligne et il interviendra en dernier. Et après, on aura 15 minutes de questions-réponses comme on vient d'avoir. Merci. Rebonjour à tous. Bon, je m'autorise comme la dernière intervenante à enlever mon masque, comme ça permettra à d'autres de faire pareil. Donc on a vu sur la première table ronde un certain nombre d'expériences et d'initiatives et de projets KM destinés plutôt à développer l'efficacité opérationnelle et dès le court terme, on va dire. Et sur cette deuxième table ronde, je vous propose d'aborder au travers de l'intervention des 4 intervenants que je vais vous présenter, plutôt les initiatives qui sont destinés à se focaliser sur la maîtrise, le maintien, le développement des connaissances et des savoir-faire sur le long terme dans un certain nombre de secteurs. Donc, nous avons avec nous Patrick Roux, qui est ex-entraîneur national de l'équipe de France de judo, qui a été 4 ans aussi head coach de l'équipe nationale de Grande-Bretagne et 8 ans entraîneur de l'équipe de Russie, et qui est aujourd'hui chargé de l'optimisation de l'expérience à l'INSEP. Nous avons également Gilles Rodriguez, donc, qui est expert senior, ingénieur expert senior au CEA, et qui depuis 2019 est directeur technique du Forum international du nucléaire de 4e génération, donc qui se penche sur la conception des futurs réacteurs nucléaires. Et donc, à ce titre, fortement évidemment impliqué dans les méthodes innovantes de capitalisation et de préservation des connaissances, et ce qui lui a valu d'ailleurs un prix en 2021 de la Société française de l'énergie nucléaire. Et Raphaël Monod, qui travaille chez Microsoft et qui agit dans le secteur du conseil en gestion et adoption du changement, et qui accompagne du coup ces entreprises clientes pour assurer justement l'acceptation de leur transformation numérique. Et Raphaël, vous avez aussi été pendant 4 ans le responsable de la gestion des connaissances du cabinet Bearing Point, et donc une forte expertise à la fois en gestion du changement, en gestion de grands projets et en gestion des connaissances. Et nous avons avec nous normalement Rachad Najar, qui lui dirige, on va la voir, bonjour Rachad, qui lui, il manque juste le son peut-être encore pour l'instant, mais... Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Qui dirige maintenant depuis 8 ans chez GE Énergie Renouvelable, un projet d'apprentissage et de maintien, de partage et de capitalisation des connaissances, en s'appuyant d'ailleurs fortement sur la notion de communauté de pratique. Communautés de pratique qui sont d'ailleurs très focalisées sur les objectifs business de l'entreprise, qui sont chargés de développer les futures expertises des offres et services. Et donc, levier essentiel aussi de ce que vous essayez de mettre en place maintenant et ce que vous allez réussir à mettre en place, qui est une organisation apprenante dans toutes ces dimensions. Alors peut-être pour démarrer avec Patrick. Donc Patrick, chargé de l'optimisation de l'expérience à l'INSEP. Donc on parle ici de l'optimisation de l'expérience des entraîneurs sportifs de haut niveau, et expérience qui s'appuie à la fois sur des savoirs, des expériences, des perceptions, des réflexes, des connaissances parfois quand même explicites, capitalisées, d'ores et déjà capitalisées, et surtout sur leur capacité à traiter les signaux faibles en situation et à les interpréter de manière à prendre rapidement les bonnes décisions. Donc des compétences très, très particulières. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les actions et les initiatives qui permettent justement dans le temps à ces entraîneurs de rester agiles et pertinents, voire innovants? Merci. C'est moi qui pilote le diaporama ou ça se fait? Oui, d'accord. Voilà.
Donc, d'abord, merci de nous accueillir et aussi merci à ceux qui sont déjà intervenus. La dernière intervention résonne particulièrement pour moi. Je ne sais pas si c'est à cause parce que le judo est un art martial, donc c'est pas skill bill, c'est skill lib. Hein, c'est bien ça. En tout cas, ce qui a été évoqué, notamment les rapports entre le management et l'humain, je crois que c'est des problématiques que nous connaissons bien. Par exemple, la première chose que ça évoque chez moi, c'est comment j'analyse, comment je définis la performance. En fait, la performance dans mon sport, mais pour en avoir parlé avec beaucoup d'entraîneurs, ça ressemble quand même, c'est un instant en fait. C'est un instant où on pourrait dire il y en a un qui prend la bonne décision et l'autre pas. Par exemple, vous avez vu Teddy Riner aux Jeux Olympiques. Il a perdu en un quart de seconde dans une situation complètement banale. Absolument, il ne se passe absolument rien d'exceptionnel. C'est juste fait une petite erreur de positionnement et ensuite il prend une décision qui est plus une sorte de voie d'échappatoire et l'autre ne fait que utiliser, en fait, il lit la situation et il l'utilise et voilà, le combat est terminé et la médaille d'or s'envole. Voilà. Donc en discutant avec beaucoup de managers de la performance ou d'entraîneurs de la haute performance, bien malin, qui est capable de contrôler ça? On a essayé, hein, il y a toutes sortes de méthodes, de théories, de stratégies sur comment on construit un projet de performance, comment on se prépare, quelle est la meilleure méthode, le secret de ça. Personne ne sait vraiment en fait. Hein. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que personne n'ira prendre la décision à l'instant du combat à la place de l'athlète. Il n'y a vraiment que lui qui perçoit les signaux et qui est capable d'eux. Voilà. Alors ça nous amène peut-être à ce que j'ai voulu dire avec cette première diapositive, c'est que quand on est entraîneur, on passe énormément de temps à observer tout simplement. Il y a une étude qui avait été faite à l'INSEP sur les entraîneurs experts il y a une vingtaine d'années. Et donc le temps qu'on passe à observer la situation est très très important. Je ne saurais pas dire un pourcentage exact, mais beaucoup plus important que celui où l'on intervient véritablement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces temps d'observation? Ce que certains disent, on développe un œil expert, c'est-à-dire qu'on apprend à capter toutes sortes de signaux. Et ça a certainement un enjeu. Dans la tradition du sport, on parle de l'œil du maquignon. Personne ne sait vraiment ce que c'est non plus. Hein. Et donc, lorsqu'on intervient, c'est souvent de manière contextualisée. C'est-à-dire que, bon, ok, on fait des plans, on prévoit peut-être sa séance, on a quelques idées de ce qu'on va faire dans la séance, mais surtout, ce qui nous fait intervenir la plupart du temps, c'est les signaux qu'on capte dans l'environnement. Donc, à un moment donné, on voit, je sais pas, deux athlètes qui interagissent, il y a une lampe qui s'allume, et en fonction de tout un tas de variables qu'on ne traite pas de manière analytique à ce moment-là, c'est plus du ressenti, de l'intuition. À un moment donné, on va proposer un feedback ou une intervention ou un exercice à un athlète. Donc du coup, on dit que nos actions sont contextualisées. Et ce qui signifie qu'on est plutôt dans des savoirs d'action. Bon, évidemment, il y a aussi des connaissances. L'entraînement, c'est une industrie et il y a beaucoup de données stables. Dans la physiologie, dans la psychologie, il y a quand même des données stables, heureusement. Donc, parfois, on utilise aussi la démonstration comme mode de communication. Là, on est plus dans la reproduction du modèle. C'est peut-être d'autres temps. Donc, il y a plusieurs stratégies de communication. Et une chose qui fonctionne tout le temps dans le monde du sport, c'est le corps à corps. C'est-à-dire qu'on a une façon de se transmettre des informations bien particulières puisqu'on se touche. Et on se touche à travers un vecteur bien particulier qu'on appelle la technique. Donc on fait du sparring, on fait des choses qui sont un peu portées par la tradition, des exercices routiniers, des exercices plus pertinents, plus spécifiques en fonction de chaque athlète. Et en fait, dans ces moments-là, la densité de l'échange est souvent plus fort, enfin nous paraît plus fort que lorsqu'on se parle, par exemple.
Là, pour le coup, on capte toutes sortes de signaux. Je sais pas, par exemple, une première chose qui me vient à l'esprit, on capte si le partenaire, l'athlète, est sincèrement engagé dans l'exercice ou dans la séance, ou s'il n'est pas tout à fait là. Quel est le niveau de son engagement cognitif, de sa concentration, et puis après toutes les choses les plus techniques. Est-ce qu'il est dans le timing? Est-ce qu'il est dans... Voilà. Bon. On intervient aussi dans des situations d'urgence. Donc, quand on est en compétition, là, il y a beaucoup d'émotions. Et donc là, de nouveau, on perçoit toutes sortes de signaux et qui nous donnent à un moment donné l'impression qu'il faut agir, il faut aller vers la personne, vers l'athlète pour faire une intervention qui est souvent liée au canal émotionnel. Alors donc, au-delà de ça, il y a des moments de construction, plutôt de co-construction avec les staffs, avec l'équipe. Et là, c'est des moments très importants, d'autant que ce sont aussi des temps d'acculturation. C'est-à-dire qu'on partage des signaux de fumée au départ, des sensations, du ressenti, puis on essaye de mettre des mots dessus. Et au fil du temps, je pense que tous ces acteurs, entraîneurs, kinés, préparateurs mentaux, physiques, etc., construisent une sorte de langage qu'on ne trouve pas dans les livres, en fait. D'ailleurs, des fois, même, ils inventent des termes, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils vont donner un nom à une technique, par exemple, ou à une situation qu'ils repèrent et qui revient souvent dans le contexte de travail. Alors, ils lui donnent, ça peut être un sobriquet, le nom de quelqu'un, enfin, voilà. Donc, il y a une sorte de canal de communication qui s'invente au quotidien comme ça, et ça me paraît très important. Alors ensuite, l'entraîneur, il est heureusement pas toujours le nez dans le guidon, quoique, et on se rend compte de plus en plus que d'aller vers les échanges avec les pairs, et notamment des entraîneurs plus expérimentés, des entraîneurs d'autres pays, d'autres écoles, etc., c'est une source d'inspiration qui nous grandit. Et on le constate d'autant plus avec les jeunes entraîneurs, par exemple. Quand on commence ce genre de métier, on a souvent tendance à reproduire ce qu'on a vécu nous-mêmes. Donc, en fait, on joue sur un registre assez restreint et on a tendance à vouloir donner aux gens, quelle que soit la situation, avec peu de recul, sans tenir compte de la singularité et des différents profils, on a tendance à redonner sa propre expérience. Du coup, ces temps d'échange avec les experts sont, à mon avis, très très importants. On se retrouve aussi parfois en situation ensuite de donner soi-même, c'est-à-dire d'animer ce genre de COP d'entraîneurs. Et donc ça, ce sont des temps où on fait un effort de travail d'analyse réflexive sur ce qu'on a pu vivre, sur nos pratiques, sur ce qui nous organise. Donc c'est aussi des moments très précieux pour nous d'être dans ces situations un peu différentes du métier habituel. On a des temps d'expertise évidemment avec les athlètes où là on est plus sur la résolution de problèmes, sur le réglage de choses très très précises, très techniques. Et donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tout ce cheminement, la prise de distance, si vous voulez, nous amène à un état mental que je qualifierais de réflexif, où on essaye de reformaliser tout ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce ressenti, tous ces signaux captés, toutes ces expériences, il faut absolument les reformuler pour pouvoir en faire de petits modèles. Donc, par exemple, des modèles qui concernent les scénarios de combat. Ça, vous en entendez beaucoup parler dans les sport co, par exemple. C'est certainement les disciplines les plus avancées là-dedans, où il y a des traitements de données statistiques sur toutes les phases de jeu, mais aussi la compréhension globale du combat, c'est-à-dire les constantes, les règles d'action efficaces, sur quoi est-ce qu'il y a des grandes lignes, en quelque sorte, qui l'organisent et qui puissent être transmissibles. Et donc, l'intérêt de ça, de mon point de vue et de mon expérience, c'est qu'au fil du temps, de l'analyse des éléments de la tâche, on passe à l'analyse des interactions, c'est-à-dire ce qui se passe entre les acteurs, et on va vers un état optimal de performance, c'est-à-dire quand l'athlète devient expert, enfin j'ai envie de dire l'athlète, l'entraîneur et tout le staff qui l'entoure, tous ces gens deviennent de plus en plus experts dans une situation.
Et donc, par rapport au thème d'aujourd'hui, d'ailleurs, hein, c'est un peu le rapport entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que ce cheminement qui nous amène vers l'état optimal de performance, c'est un cheminement qu'on peut construire sur une saison, sur un cycle olympique de 4 ans ou sur 10 ans. En fait, moi, ce qui m'anime le plus, ce qui me motive le plus, c'est qu'en fait, on peut le comparer avec le cheminement d'un individu. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même entraîneur, par exemple, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et ce que nous faisons, on pourrait le qualifier de praxis. Il y a un chercheur psychiatre, qui est un peu sociologue, un peu philosophe, qui s'appelle Roland Gori, qui parle bien de ça. Et en fait, une praxis, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ça peut être le sport, ça peut être le théâtre, ça peut être l'architecture, ça peut être un artiste. Ça nous amène à nous transformer nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, le sport de haut niveau, c'est un voyage avec les autres, mais quotidiennement dans ce voyage, en fait, on fait un voyage intérieur. Chaque jour, on fait un voyage intérieur. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, une de mes sources d'inspiration les plus fortes depuis pas mal d'années, c'est un artiste peintre qui a été Grand Prix de Rome. Quand il parle de son trajet, il dit c'est une thérapie. Moi, je suis porteur de pathologie, en fait, et c'est mon énergie, c'est la dynamique qui fait que tous les jours, je me lève, je me remets en mouvement et les gestes commencent. Et le geste m'amène à, et je suis le thérapeute de moi-même. Voilà. Pour moi, une praxis, c'est ça. Et ce que symbolise cette pyramide, je ne sais pas si le symbole de la pyramide, c'est le bon, c'est cette construction à la fois quotidienne, donc court terme, et long terme, c'est-à-dire la vie d'un individu, la trajectoire d'un individu. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on change complètement d'environnement et de problématique avec Gilles Rodriguez, donc ingénieur expert au CEA, directeur technique, je le disais tout à l'heure, du Forum international du nucléaire de 4e génération. Donc, on a vu avec l'intervention de Patrick des problématiques, des initiatives qui sont menées sur des temps souvent cycliques. Hein. Et là, dans le nucléaire, on sait qu'on est sur des temps très longs, qui dépassent parfois même une carrière. Et donc les problématiques sont peut-être pas rigoureusement les mêmes. Et donc, est-ce que, Gilles, tu peux nous expliquer quels ont été les dispositifs que tu as mis en œuvre pour justement gérer, maîtriser les connaissances sur ces échelles de temps aussi longues? Merci. Oui, je vais essayer de vous présenter ça. Alors, la présentation, c'est... Ah oui, voilà. Oui, donc je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on a fait sur un projet dans le nucléaire. Donc effectivement, quand on parle de nucléaire, c'est des temps qui sont longs, voire très longs. On parle de plusieurs dizaines d'années, de décades. Une centrale, c'est fait pour vivre, pour durer 40 ans, pour être exploité 40 ans. Il y a 10 ans de construction avant, il y en a 20 pour le démantèlement. Donc ça dépasse une carrière. Donc moi, j'ai été amené dans le cadre d'un projet de faire un peu de management à la fin parce que le projet s'est arrêté et on m'a dit ce projet-là, on le reprendra en 2080. Donc 2080, je leur ai dit, je ne resterai pas à ce moment-là. Et on va essayer de faire un peu du knowledge management pour essayer de conserver tout ça. Et puis pour que les jeunes, quand ils reviennent, ils n'aient pas en face d'eux une base documentaire avec 25 000 documents en leur disant, écoutez, débrouillez-vous, on a fait tout ça. Donc j'ai essayé de mettre une couche d'interface entre ces 25 000 documents. Dans 2080, ça fait un peu historique, mais c'est un peu les temps quand on est sur des parties de gestion des déchets à vie longue. Donc, moi, j'ai commencé à lire un peu ce qu'il y avait sur le knowledge management. Et puis, moi, je me suis appliqué celle-là. La plus pragmatique, pour moi, c'était le vécu, c'était celle-là. C'est-à-dire, c'était essayer de prendre un petit peu de mon temps, histoire de combattre l'érosion du temps. Donc, le prendre aujourd'hui pour combattre les méfaits de demain. Donc, ce projet, si j'y arrive, voilà. Alors, peut-être les gens le connaissent. Je ne vais pas en faire. Je pourrais tenir plus de 10 heures sur le projet Astrid. Hein, c'est pas le projet, c'est pas l'objectif. Bon, c'est un projet d'un réacteur nucléaire. Il y avait 600 personnes qui travaillaient. C'était financé par le grand plan d'investissement. Et puis, à un moment donné, on a dit c'est plus dans la stratégie. Maintenant, ça va être de faire du multi-recyclage, mais ça viendra plus tard, comme je vous l'ai dit, à la fin du siècle.
Donc 25 000 documents, pour moi, c'est pas quelque chose que les gens ils vont accepter de lire ou vont supporter de lire, même si on écrit bien les choses. Donc moi, l'idée, c'était de dire, je vais essayer de faire des vidéos pour essayer de garder un contact. Déjà que les personnes qui étaient dans cette équipe projet laissent une certaine trace d'eux-mêmes et qu'en plus, du coup, il y ait une notion de transfert pour les gens plus tard. Donc on se projetait dans les personnes, on les connaîtrait pas, quoi. Hein. On verrait pas qui ils sont, ou peut-être qu'ils verraient quelques vieux grands-pères en disant tu te rappelles ce que tu as fait oui, bon, en tout cas, j'ai fait des vidéos, essaye de voir ces vidéos. C'est là que j'ai essayé de mettre le maximum. Donc, ces vidéos, c'était vraiment une notion d'interconnexion dans laquelle tout ce qu'on voulait, c'est dire on fait passer un message assez long, c'est comme 1 heure de présentation d'expertise, donc c'est pas un clip, dans lequel ça va être la première interface que va avoir la personne qui va commencer à travailler avec un expert, qui va lui expliquer ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et après il va lui dire voilà les 10-15 documents que tu dois lire au début, les bases de chevet sont là, tes livres de chevet ils sont ici, mais avant tu as vu cette vidéo et tu vois un petit peu le contexte et ce qui se passe. En plus, ça a eu un deuxième intérêt, c'est de faire ces vidéos, c'est que toute l'équipe projet, vous la démantelez en peu de temps, vous dites on va pas se quitter comme ça, on va laisser une trace de vous, quoi. Et ça, c'était aussi assez important. Donc c'est ce qu'on a fait en 2 ans sur un temps très court. On a fait plus de 130 vidéos. Et c'était intéressant parce qu'en fait, on ne les a pas faites au fil de l'eau, parce que j'aime bien travailler avec des images, mais je trouve que dans un projet comme en conduite, la vitesse elle réduit notre champ de vision. Quand vous êtes chef de projet, vous êtes toujours en retard, vous allez à fond. Et le knowledge management, des fois, vous n'y en pensez pas parce que vous avez les échéances qui arrivent, les choses comme ça, et puis vous ne pensez pas que votre projet il va s'arrêter. Donc, c'est à un moment donné que quand on s'arrête, on se pose, le projet est fini, c'est à ce moment-là qu'on essaie d'ouvrir notre champ de vision. Et c'est là que vient le knowledge management, en disant, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait peut-être sans le savoir du knowledge management, mais est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et c'est là que c'est intéressant de passer une partie de son temps. Bien sûr, on aurait dû le faire au début, mais au début, on n'a jamais ni les moyens de temps, ni humains, ni financiers pour faire ça. Quand vous démarrez un projet, vous ne dites pas, bon, alors je vais dédier une partie de mon temps à faire du knowledge management, le projet n'a pas commencé. Les gens disent, mais sinon, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était ça qu'on voulait faire et aussi insister sur la contextualisation du projet des études. Parce que quand vous reprenez un projet 10 ans après, vous dites, mais les gens, ils ont fait n'importe quoi, mais pourquoi ils ont fait ça? Oui, mais à cette époque-là, et ça, on ne l'écrit pas dans les documents, on avait des contraintes, on avait un contexte, on avait des choses qui nous venaient de parties supérieures, ou même des pressions sociales, des pressions des autorités de sûreté, de choses comme ça, qui font que si vous ne l'écrivez pas, et généralement vous ne l'écrivez pas lorsque vous faites un rapport d'avancement, les gens ne comprennent pas ce que vous avez fait. Et donc, ce que je leur demandais à ces gens-là de faire de la vidéo, c'est dire, remettez-vous dans le contexte, essayez de raconter une histoire. Bien sûr, vous allez raconter votre expérience, mais on avait aussi ce qu'on appelait des vidéos histoire. On va vous raconter l'histoire. Le projet il a duré 10 ans d'études. On va vous raconter parce que ce qui s'est passé au début et à la fin, il y a eu des changements de gouvernement, il y a eu des changements d'orientation, et tout ça, ça s'est impliqué sur des projets, en plus sur les projets nucléaires, c'est assez compliqué parce qu'on est toujours un peu sur la sellette de la communication et du grand public, ce qui fait que des fois, on doit évoluer par des pressions qui sont externes, alors j'appelle pas ça des pressions, j'appelle ça des contraintes externes, mais qu'il faut recontextualiser parce qu'on ne les met pas dans des documents techniques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on appelait ça un MOOC. Alors, ça, bien sûr, ça rappelle le MOOC M2OC. Nous, on appelait ça avec un K. Je ne vais pas tout lire parce que je n'ai pas le temps, mais en gros, c'était ce qu'on voulait faire. C'était du management organisé, de savoir. Donc, c'était je sais aujourd'hui, donc je suis détenteur d'un savoir. Je vais être en vidéo et je vais te dire ce que je savais. Et ces vidéos-là, bien sûr, elles sont confidentielles parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire dedans. Donc, c'est parce que les gens, dès que j'ai dit à la hiérarchie, je vais faire des vidéos, ils ont pensé à YouTube, ils m'ont dit non, non, on ne met rien dessus, tu es fou, quoi. J'ai dit non, 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 mais on va considérer ça comme un livrable, comme un document technique qui sera après mis dans un PLM et qui sera quelque chose de confidentiel. Et il n'y a que ceux qui en ont à en savoir, peut-être en 2080, qui le sauront à ce moment-là. Mais au moins, on laisse une certaine trace, qui est la vidéo. Donc, c'était quand même assez structuré, c'est-à-dire qu'il y avait un cadre, c'était cadré, j'avais demandé à ce qu'il y ait un encart vidéo, je voulais que les experts, on les voit, et ensuite, ils avaient à décliner toute cette structure, avec notamment le plus important, bien sûr, c'est la fin. Enfin, tout est important, mais la fin, ça ouvre vers qu'est-ce que je fais après cette vidéo? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment optimiser ses études, les points de vigilance? Et après, ça va être l'expert qui va donner ses références clés. Et donc, la vidéo va être connectée dans le PLM à tous ces documents. Donc, on passe de 130 vidéos à peu près 1500 documents qui rebasculent après sur 25 000 documents. Et c'est comme ça qu'on fait une interface. Et je me dis, le jeune, quand il arrive en 2080, alors peut-être que la vidéo à ce moment-là, ça sera has-been, mais ça sera au moins un moyen d'interface
un peu plus agréable qu'avoir des tonnes de livres à lire. Bien que je ne contredise pas le livre, hein, bien sûr. Alors, le matériel, très simple, hein, ça coûte 10 000 € pour avoir ce petit studio d'enregistrement, parce qu'en fait, on s'est beaucoup inspiré de ce que prenaient les youtubeurs. On a pris le même logiciel qu'eux, les mêmes matériels qu'eux, et donc les youtubeurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc nous aussi, on n'a pas beaucoup d'argent, du coup, ça se fait très vite. On a même trouvé un moyen que les gens pouvaient le faire de chez eux, dans leur bureau, avec une interface graphique, et juste, en fait, ils se créaient une réunion avec eux-mêmes, ils se mettaient sur la vidéo, et ils pouvaient s'enregistrer eux-mêmes. Donc ensuite, vous avez toute la présentation, et comme ces vidéos sont longues, bien sûr, ce qu'on va faire, alors je ne sais pas si je vais arriver à le pointer, enfin vous le voyez peut-être en noir là, vous avez un chapitrage, c'est-à-dire que les vidéos, elles durent 1 heure, vous n'avez pas regardé 1 heure, vous pouvez regarder différents chapitres, et puis vous dire, je m'arrête, et puis je regarderai quelque chose plus tard. Parce que ça aussi, on est conscient, time is money, le temps, c'est important, et les gens ne vont pas se prendre 1 heure de vidéo, ils n'ont pas le temps. Par contre, trouver un sujet quelque part dans un expert, ça, c'est important, c'est pour ça qu'on chapitre, et il peut sauter directement là où il veut aller dans la vidéo que l'expert a donnée. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas attendu 2080, puisqu'il y a eu un projet qui a redémarré, donc on a commencé à avoir des jeunes qui sont arrivés et qui ont commencé à nous poser des questions. Donc, on leur a commencé à leur dire, c'est pas que je ne veux pas répondre à tes questions, mais on a fait des vidéos, va voir les vidéos, ça va t'apporter énormément, et après on se réunit. Donc à gauche, là, vous avez la jeune génération, et à droite, l'ancienne génération. Et donc ils ont vu les vidéos des personnes à droite, et puis après on fait une séance de débriefing, de discussion, et là on gagne énormément en efficacité. En une réunion, vous voyez, vous avez gagné en savoir et en échange de savoir de façon phénoménale, vraiment phénoménale. Bon, en plus, on a de la chance, les jeunes, c'est vraiment des bons, ils sont brillants, donc ils comprennent vite, plus vite que nous, et ça aide aussi. Et puis, du coup, on a dit, ça, c'est intéressant, tu l'as fait un projet, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire à d'autres choses? Et puis, au CEA, on a un problème avec les départs à la retraite. Parce qu'on est sur une vague dans la pyramide des âges où beaucoup de personnes partent en ce moment. C'est un peu conjoncturel. Et puis, ces personnes qui partent à la retraite, on a des passionnés qui ne veulent pas partir. Donc, comme ils ne veulent pas partir parce qu'ils refusent de se voir à la retraite, ils ne transmettent pas, naturellement. Donc, ils gardent pour eux. Et ils font, alors là, ce que j'ai, c'est André, c'est un cas classique, c'est une mine de savoir capitalisée. Il a tout dans la tête, il a tout dans un bureau Capharnaüm. Donc, si vous rentrez dans le bureau, vous avez peur parce qu'il y a des documents de partout. Mais en fait, tout est dans sa tête. Et lui, comment on va faire pour lui extraire le savoir? André, il travaille, là, je crois qu'il a 71, 72 ans, il ne veut pas lâcher l'affaire. Et on lui a dit, écoute, viens, on va faire des interviews. On discute pendant une matinée, après on mange un morceau ensemble, hein, on fait un repas sympa. Par contre, viens et puis de manière naturelle, tu vas nous expliquer ce que tu fais. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas écrire, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'écrire, mais c'est parce que pour eux, ça va leur redire, je suis au bord de la faim, ça, j'ai pas envie de le faire, quoi. Donc, quand il y a une personne qui part à la retraite, qu'il n'a pas la motivation, qu'il voit un jeune qui va le remplacer ou qui doit donner tout ce legs à cette personne-là, il se retrouve un petit peu déstabilisé, il n'a plus envie d'écrire, et puis il se dit, et on en a vu certains en disant, écoutez, si c'est ça, merci, au revoir, moi j'ai plus envie de faire quelque chose. Et ces personnes-là, on est arrivé à les rappeler, on leur a dit, écoute, on fait juste une interview. En fait, l'interview, vous voyez mon ordinateur, moi, en bas à gauche, bien sûr que j'ai des questions, je suis ciblé, je vais cibler les questions, on les a préparées. Mais ça, la préparation, elle est assez facile à faire. Et après, la langue se délie. Et le fait de le faire en vidéo, la personne dit, bon, ça, ok, moi, ça me va bien. Et puis après, s'il y a un repas, c'est encore mieux. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire revenir des gens, des retraités qui nous ont dit, moi, quand ils m'avaient demandé au RH d'écrire me savoir, mon livre de connaissances et tout, ça ne me plaisait pas, j'ai dit non. Et on les a fait revenir et puis ils ont lâché des choses. Peut-être pas 100%, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est déjà mieux que rien, quoi. Oui, voilà, donc, alors juste anecdote, hein, les repas, il faut alterner parce que sinon, après, vous grossissez très vite si vous faites toutes les interviews. Donc ça, c'est un retour d'expérience que je peux vous donner. Mais bon, sinon, c'est quand même bien agréable. Et on a essayé de faire connaître notre démarche. Donc, on a essayé de faire plusieurs publications. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on a eu le Grand Prix enseignement et formation de la SFEN. On est nominé pour les awards dans World Nuclear Energy, là, lundi. On verra si on l'a. Puis j'essaye un petit peu d'expliquer ce que l'on fait et comment on le fait. Et je voulais juste venir avec ce slide que je vous laisse juste lire. Voilà, moi j'aime bien travailler avec les images. Donc pour moi, le knowledge management tel que je l'ai vécu, c'est un empilement de petits outils, de cailloux que j'ai mis les uns sur les autres. À un moment donné, ça a eu du sens parce que ça a tenu.
Et après, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, ça a du sens. Et puis, ben, je vous conseille ou je vous invite à mettre ce tableau dans votre entreprise. Alors, bien sûr, je fais de la pub parce que si vous avez 2 sur 10, vous verrez MOOC, qui sont ce que j'ai fait. Mais vous pouvez en rajouter, mais c'est pour avoir une bonne vision du knowledge management. Et je pense que c'est intéressant de le garder parce que c'est des choses, telles que je vous l'ai dit, on le perd dans le champ de vision quand vous êtes dans la gestion d'un projet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. Alors, on change encore de secteur d'activité avec Raphaël Monod, donc, qui travaille chez Microsoft, donc dans le secteur des logiciels. Et donc là, on a vu 2 types de problématiques très particulières. Alors, qu'en est-il justement dans le secteur des logiciels et du coup, quels sont les enjeux spécifiques et quelles réponses particulières peuvent être apportées? Oui, ici, c'est bon. Donc tout d'abord, merci de me donner l'occasion de présenter cette expérience. Donc je suis ravi d'être là. Alors, passer après mes 2 co-intervenants, donc le temps long dans le sport, je l'ai compris, c'est tous les 4 ans pour les JO. Et à chaque fois, on change tout le monde, donc il faut arriver à capitaliser quelque chose qui est très subjectif. Alors le temps long, 20 ans et plus dans les centrales nucléaires, je suis impressionné. Donc je vais partager avec vous 2-3 choses, parce que dans le secteur des logiciels, le temps long, ça peut être quelques mois. Donc, je vais partager avec vous 3 choses. D'une part, effectivement, spécificité du secteur des logiciels, une approche, mon approche, en gros, que je vais partager sur l'économie de la connaissance dans ce domaine-là, quels sont les modèles économiques, parce que s'il n'y a pas du jus dans le moteur, ça ne tourne pas. Et puis, comment, chez Microsoft, on arrive à construire, finalement, face à ce constat, une capitalisation durable des connaissances. Et donc, les logiciels, donc, ça va vite. En particulier avec le cloud, et le fait que dans le cloud, du coup, le coût de production-distribution de logiciels est 0. Avant le cloud, il fallait quand même le mettre dans des galettes, dans des boîtes, et les vendre ou les amener, et puis les mettre dans des serveurs. Aujourd'hui, c'est à 0. Pas la conception, mais production, distribution, 0. Ce qui fait que, par exemple, pour Office, avant, il y avait Office 2013, 2016, 2019. Aujourd'hui, c'est hebdo. Ça, c'est toutes les semaines, il y a une version qui sort. Je n'arrive même plus à suivre les interfaces, les menus, les fonctions. Sur la colonne de droite, on arrive à le ralentir dans l'entreprise. On peut dire je ne prends pas au fil de l'eau, mais tous les mois. Donc ça va très vite, la rapidité. Deuxième spécificité, c'est la divergence. Ici, vous avez toutes les versions de Linux depuis le début. Et il n'y a qu'un quart parce que je n'arrivais pas à le mettre sur la slide. Alors toutes ces évolutions, ces forks de Linux n'ont pas tous le même succès, mais ça montre la diversité darwinienne qu'autorise justement cette pratiquement production à coût 0 des logiciels. Donc rapidité, variabilité, ce qui fait que ça va très vite. Par ailleurs, les gestions de projet aussi, de mise en œuvre, passent d'un cycle en V traditionnel avec effectivement spec et puis après mise en œuvre technique, des cycles longs, d'arborescence d'expertise, à des modes agiles, avec des équipes mixtes métiers et techniques, avec des sprints, avec du test and learn, du learn fast, du fail fast, et donc avec des modes d'expertise beaucoup plus en réseau, avec un turnover, une rotation de plus en plus grande dans les équipes et les compétences. Alors face à tous ces changements, cette rapidité externe, il y a un problème qui a déjà été évoqué il y a plus de 30 ans par Jack Welch, c'est que si l'environnement externe va plus vite que votre capacité de changement interne, vous avez un gros problème. Alors, on a ce problème dans le domaine des logiciels. Donc, vous, votre rapidité, est-ce qu'aujourd'hui, le monde externe va plus vite que votre capacité interne de changement? C'est le cas, pas seulement, je pense, pour les logiciels, mais un peu pour tous. C'est effectivement contextuel, c'est pas sectoriel. Alors, face à ceci, la gestion des connaissances, comme je disais, doit avoir de l'essence dans le moteur. Sinon, on a tous des processus, on a tous des outils qui sont super, mais qui souvent sont sur la bonne volonté des gens pour faire tourner le sujet. Et on a tous plein de bonne volonté, parce qu'on est tous là, parce qu'on adore ce sujet, on pourra en parler des heures. Mais le problème, c'est que, par exemple, ici, sur un modèle classique, donc le Seki de Nonaka, on a tous ces formalisations, on sait comment ça marche, du tacite à l'explicite. Simplement, ça nécessite de l'énergie, de la ressource. En particulier au moment où on passe de l'externe à l'explicite, il faut documenter, puis après on combine cette documentation avec les meilleures pratiques, puis après ces meilleures pratiques, il faut les remettre sur le terrain. Tout ça, c'est de l'énergie.
un coup. C'est un peu comme à la gym. On a l'effort maintenant, puis on aura le gain plus tard, peut-être, si on est consistant. Et toute cette différence de temporalité entre l'effort et le bénéfice, qui peut-être d'ailleurs sera le bénéfice pour quelqu'un d'autre plus tard que je ne connais même pas, hein, comme dans le nucléaire, fait que se pose le problème de comment j'arrive à reconstituer ces deux échelles de temps pour que le gain arrive à irriguer, moi, l'effort aujourd'hui que j'ai à vendre à mon entreprise. Alors, si on n'a pas effectivement ce modèle économique de connaissance, avec un business model, souvent, l'initiative d'un KM, ça a deux destins. Et je l'ai vécu, moi, quand j'étais dans le monde de Bearing Point avant, quand on faisait du knowledge dans des SharePoint avec plein de documents, il y a deux destins. Soit ça devient une jungle, c'est le bordel, on ne purge pas, il n'y a pas de curation, parce qu'on n'a pas l'effort, on n'a pas les moyens. Soit un désert, c'était super au début, puis il n'y a plus personne qui vient. Ça vous parle? Ouais, vous avez déjà vu? À droite ou à gauche? À gauche, levez la main. Ouais. À droite, levez la main. Ouais, il y en a qui ont les deux à la fois, c'est bien. Alors, face à ça, comment partage, et ce n'est pas du tout académique, hein, c'est moi-même ma réflexion et aussi de l'input d'un de nos maîtres à penser, Martin Rollo-Dugage, dans la salle. Comment voir finalement ces modèles économiques? Alors sur une matrice, on aime bien les matrices dans le conseil. Donc sur l'axe vertical, cette connaissance, elle a une durée de vie longue en bas ou très faible en haut. Alors en bas, c'est nucléaire, en haut, c'est le logiciel. Et puis horizontalement, est-ce qu'effectivement, c'est une connaissance très orientée explicite sur le process et la documentation ou sur les personnes? Et donc là, je vous propose donc 4 business models. Donc le premier en bas, donc avec un centre de coût et une équipe dédiée. Quand il faut aller débriefer effectivement les sachants dans l'industrie nucléaire, il faut avoir un investissement, on a une équipe qui débarque avec les reporters et puis les caméras, puis on enregistre. Et ça, c'est valable, mais quand il y a une décision d'investissement forte. En haut à gauche, quand on a beaucoup de connaissances explicites, mais du knowledge à un peu plus faible durée de vie, il faut laisser par subsidiarité les équipes décider où est-ce qu'on investit. Et donc, on peut faire des allocations budgétaires distribuées. Dans le conseil, les équipes avaient un budget annuel et puis on décidait, tiens, quelle mission on va capitaliser parce qu'on pense qu'il y a une capacité de réutilisation. Et en général, on demande à l'équipe qui a fait de rester un petit peu, puis de documenter ce qu'elle a fait, de nettoyer, d'anonymiser. Donc ça marche aussi. Après, en bas à droite, quand on a le knowledge à longue durée de vie, mais ça passe aussi par les personnes, on a tous ces modèles d'université. Là, c'est des centres de profit. Je prends de l'argent, j'investis pour récupérer, mais après, je peux le revendre. Je fais de la refacturation interne. Ou dans un mode, pas d'université d'entreprise, mais de consulting. Je pensais dans ce qui a été présenté ce matin, le Skill Lib. Donc, à quel moment ça devient NG Consulting? Et NG Consulting, là encore, avec de la refacturation, et on est dans un modèle de centre de profit. On a des ressources, on les valorise. Et en haut à droite, on est dans un modèle qui, souvent, on peut appeler Currency for Carriers. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est chez McKinsey. Toutes les missions sont tellement confidentielles qu'on ne peut même pas les capitaliser pour en partager le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux intervenants d'écrire les leçons, totalement anonymes. Et s'ils le font, c'est pris en compte dans leur progression de carrière. On ne vient pas par terre si on n'a pas publié dans McKinsey Quarterly. Donc, ça devient le contenu de leur magazine. C'est également vrai. Et c'est aujourd'hui un des éléments chez Microsoft qu'on a mis en œuvre, parce que ça va tellement vite, qu'on a un peu renoncé à capitaliser de manière formelle et qu'on a mis un gros paquet sur la culture. Et chez nous, même ici c'est une petite étude qui avait été faite, c'est également la meilleure façon de restituer cette connaissance, non seulement de la capturer, mais restituer. Dans toutes les manières de transmettre le savoir, c'est une étude qui date de 2013, mais je pense qu'on va la refaire aujourd'hui, on retomberait là-dessus, l'apprentissage par les pairs et le partage par les sachants est une des manières les plus efficaces de restituer cette connaissance. Alors, ça se traduit comment chez Microsoft? Ça a été mis en œuvre avec un vrai changement culturel depuis l'arrivée de Satya Nadella. Et donc, a suivi l'ère Steve Ballmer. Steve Ballmer, lui, il sautait sur place. C'était 10% de la boîte était virée tous les ans parce que les bottom performers, arrivée de Satya Nadella, changement total de culture. Pour la petite histoire, donc, alors, culture Eat Right Ready for Breakfast, parce que c'est effectivement là, notre temps long chez Microsoft, c'est la mise en œuvre de cette culture. C'est ça notre temps long. Et ça met longtemps, 4-5 ans. Depuis l'arrivée de Satya, qui est un leader charismatique, très humble. Il a un fils handicapé, il vient d'un milieu modeste, mais qui déplace des montagnes. Un peu un Gandhi, quoi. Et donc, il s'appuyait beaucoup sur le bouquin
Donc, Growth Mindset de Carol Dweck, qui est paru en 2013, mais qui est tout à fait d'actualité, dans lequel vous voyez ici, Fixed Mindset. J'ai une apparence de maîtrise. Il y a encore beaucoup d'entreprises dans cette apparence de maîtrise est gage de responsabilité hiérarchique. Alors qu'il faut apprendre en toute occasion. On a appris à baisser la garde, à pas dire je sais tout, mais j'apprends tout. Toutes les occasions sont bonnes, donc d'être modeste et dire il y a d'autres choses que je dois apprendre, je dois connaître. Et c'est cet état d'esprit qui nous permet d'évoluer dans un monde rapide, en s'inspirant des succès des autres. À tel point que dans la culture de Microsoft, lors de mon évaluation 2 fois par an par mon manager, je dois faire mes chiffres pour les résultats financiers, mais ça, c'est pas très compliqué. On me demande de faire du storytelling, de raconter et de documenter 3 choses. Donc ça, c'est effectivement aussi Satya qui nous rappelle que voilà, on n'est pas là pour être cool, mais pour que les autres soient cool. Donc on gagne en équipe, on s'intéresse au développement des autres. Et ceci, dans les évaluations annuelles, on me demande de documenter 3 choses, l'impact que j'ai eu chez les clients, mais surtout regarder en bas les 2 choses essentielles, dont 2/3 de mon évaluation reposent sur ce que j'ai contribué au succès des autres et ce que j'ai appris des autres pour effectivement le réutiliser. Et là, on le demande de faire des choses qualitatives, mais on fait aussi du quantitatif. Et donc cet état d'esprit est maintenant quelque chose qui construit toute cette façon de nourrir le knowledge par les pairs. Et une façon de mettre en œuvre dans mon équipe, c'est ce que je mets en œuvre sous une analogie du jardinage. On a vu donc le désert et la jungle avec des bons jardiniers. Donc on construit ce knowledge garden, donc dans lequel voilà, il y a tous ces espaces par les praticiens, pour les praticiens, avec en autogestion, il n'y a pas de financement central. 2 heures de temps de réponse moyen, 90% d'engagement. Tous les trimestres, on fait une revue, on fait des foires aux fruits, dans lequel on présente ce qu'il y a dedans en 15 minutes, quelles sont les nouveautés, les réutilisables, les enseignements. Et au final, donc, également, on utilise aussi tous les frameworks East du Nudge pour arriver à le rendre plus simple. Plus simple, vous avez vu, donc c'est dans Teams, attractif avec les analogies du jardinage, social parce qu'il y a des personnes, timely, parce que c'est là pour être disponible au bon moment. Cette disponibilité au bon moment de l'expertise peut être traduite par des choses qu'on fait chez Microsoft. Par exemple, vous connaissez les casques HoloLens de réalité augmentée. C'est utilisé dans l'industrie pour mettre à disposition l'expertise au point de nécessité au meilleur moment. Presque on casse la vitre, on prend la bouée, on a un clic et on a expert qu'à nos yeux. Ou directement les instructions qui viennent en surimpression dans l'environnement sur la machine. Ou l'expert à qui on prête nos yeux et qui guide nos mains. Le fil rouge sur le bouton rouge. Donc dans des cas critiques, l'expert est là en 10 secondes au lieu d'être envoyé par hélicoptère. Tout ceci fait qu'il y a une culture dans laquelle voilà, on reste ouvert et avant tout, on cherche à être un modèle. Et je suis très reconnaissant de travailler dans cette boîte parce que vraiment, c'est pas juste des mots, c'est construit directement depuis le top par Satya qui nous le rappelle pratiquement toutes les semaines. Voilà, donc je serais ravi de répondre à vos questions et merci. Merci Raphaël. Alors on a avec nous Rachat Nejar. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, il est en charge chez EGI Énergie Renouvelable d'un projet de déploiement d'une dynamique d'apprentissage en continu et ce qui doit favoriser à terme la mise en place de cette organisation apprenante. Donc Rachat, est-ce que tu peux nous dire en 10 minutes quelles ont été les initiatives et dispositifs KM mis en œuvre pour favoriser cette dynamique à court terme et puis surtout à moyen et long terme? Merci. Oui, exactement. Merci Christophe. Je suis reconnaissant d'abord d'être parmi vous. Et un grand merci à Louis-Pierre Guillaume qui m'a accordé initialement l'invitation à cette conférence. À travers cette interlocution, je vais essayer à répondre à la question suivante. Comment peut-on sécuriser un flux de développement durable des futurs experts qui, eux, vont assurer la continuité de nos offres de services et de nos opérations? Donc d'abord, next, s'il vous plaît. Donc, à partir du terrain, on a récolté des indicateurs opérationnels. D'une part, le temps de disponibilité de nos machines et de nos produits auprès de clients. Et l'objectif, c'était d'être 90% du temps en ligne. Et d'autre part, le temps de disponibilité de nos experts. Donc, on a fait un petit survey et en moyenne, nos employés passent 5,3 heures
par semaine à chercher l'information. L'information, c'est vraiment dans le grand sens, c'est l'expertise, c'est le savoir-faire, c'est l'aide, le support. Donc, à travers de ces deux données, on est arrivé à un constat. Next. Oui, donc bien évidemment, pour avoir une offre de services bien compétitive, il faut investir dans nos capitales humaines. D'où la question qu'on a formulée, comment on peut développer les futures expertises dans un contexte d'amélioration continue. La société JI, toute la société subit une transformation vers une lean organization, une philosophie d'amélioration continue. Next. Donc, pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre dans quel type d'organisation et quelle dynamique de collectif on fonctionne. Donc, on a modélisé 5 différents types et on a évalué nos pratiques de développement des expertises vis-à-vis de chaque type. Par exemple, une organisation de type héros, par exemple, un cabinet de conseil, une clinique médicale, un start-up. Les expertises sont singuliers. Tourne autour d'un senior, un docteur, un expert, un chef de projet, et le reste de l'équipe joue un rôle de support. Une organisation systémique essaie de standardiser ses processus et ses systèmes opérationnels afin d'anticiper et approvisionner les flux des expertises. Pourtant, le changement évoqué en interne ou bien en externe, et c'est la fameuse quote de Jacques Welch, l'ancien PDG de GI, est beaucoup plus rapide que notre capacité à capitaliser toutes ces connaissances, voire les standardiser. Et cette organisation, Frédéric Laloux, dans son bouquin Reinventing Organization, vers des communautés de travail inspirées, il a attribué la couleur orange à l'organisation systémique. La troisième type d'organisation, c'est l'organisation en réseau, et c'est d'affranchir le défi de capitaliser les connaissances avec le changement rapide à travers la mise en place des communautés de pratiques, de partage de connaissances, les communautés d'intérêt, et ainsi de suite. Mais souvent, ce type organisationnel est impliqué dans le quotidien, dans l'urgence de résoudre des problématiques liées au projet de clients. Et la question, toujours la question comment on peut développer les futures expertises n'est pas encore résolue. La quatrième type organisationnel, c'est l'organisation sans peur, telle qu'elle est définie par Amy Edmondson. Elle a écrit dans son bouquin, elle a défini comme la capacité à considérer l'erreur ou l'échec comme une source de progrès pour qu'on puisse en tirer les leçons. C'est vraiment une organisation qui a établi un climat qui est caractérisé par la confiance interpersonnelle et le respect mutuel dans laquelle chacun se sent à l'aise de s'exprimer pleinement. C'est vraiment très important cette quatrième type d'organisation parce que c'est là où on commence à poser les questions comment on peut la faire autrement. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire la conception de nos produits? Est-ce qu'on a essayé quelque chose de différent? Donc, c'est là vraiment où on casse toutes les barrières et on établit un climat de confiance, de confort. La cinquième type organisationnel, c'est l'organisation apprenante, telle qu'elle est définie par les travaux et les pensées de Chris Aguirre en 1978. Et c'est vraiment la capacité de l'organisation à se réinventer à partir de son intelligence collective et les leçons tirées par l'individu. Donc, ce modèle organisationnel, on s'est dit, mais comment on va le mettre en pratique, comment on va transitionner d'un type à un autre, comment on va enchaîner et changer la culture en interne, ainsi les pratiques. Next. Donc, pour répondre à cette question, on a posé la question quand et où on apprend. Quels sont les moments d'apprentissage? Et on n'a pas essayé de réinventer le wheel ou bien de vraiment radicaliser nos savoir-faire ou bien nos pratiques. On a essayé de comprendre l'existant. Donc, on a identifié 3 grandes zones où on apprend
La première zone, c'est le développement des expertises. La deuxième zone, c'est la résolution des problèmes. Et la troisième, c'est l'apprentissage intentionnel. Ce sont les méthodes formelles d'apprentissage. Et on a commencé à poser les questions, comment on interagit, comment les savoirs sont transférés d'une zone à une autre, et quelle source d'information est à disposition de nos ingénieurs. Donc, on est arrivé à quelque chose qu'on a défini, qui est des composants d'apprentissage. Par exemple, un competency model, un modèle de compétences, c'est un composant d'apprentissage. Dans ce modèle, on essaie d'apprendre et d'acquérir de nouvelles expertises. Un autre composant qui est le coaching, mentoring, tout ce qui est les programmes de transfert de connaissances suivis par un expert, c'est un composant d'apprentissage. Les communautés de pratique, les communautés de partage de connaissances, ce sont des composants d'apprentissage social où les ingénieurs apprennent les uns des autres en résoudre des problèmes. Donc, tous ces composants, on a posé la question, quelles sont les interfaces, quels sont les inputs, les outputs de chaque source, de chaque composant, et on est arrivé finalement à une architecture de nos connaissances, de nos savoir-faire, où on apprend à chaque moment. Donc ça, c'était le guide de notre développement dans la technologie. Next. Donc, en basant sur l'architecture d'apprentissage, on a développé des interfaces. Donc, la philosophie ici, c'est de ne pas déployer un nouveau système informatique ou bien technologique ou bien une nouvelle plateforme de type LMS. C'est vraiment, d'ailleurs, de développer des interfaces qui vont connecter les différentes composants d'apprentissage et relier les différentes sources d'informations dans un contexte donné. Par exemple, si j'ai besoin d'acquérir des nouvelles compétences autour de la conception d'une turbine hydraulique, quelles seront les bonnes pratiques, les leçons, les programmes d'échange, les communautés de pratique, les savoir-faire que j'ai besoin, qui vont définir mon contexte, et à partir de ces composants, je vais apprendre et acquérir ces expertises. Donc, c'est vraiment l'approche de déploiement, c'était de définir des interfaces plutôt que déployer un nouveau système informatique. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions pour la suite. Merci Rachad. Et donc, on laisse la place aux questions, soit de la salle ou soit des personnes connectées à distance. Martin. C'est une question pour Patrick Roux. Tu as défini assez joliment le chemin vers la performance comme une thérapie. Et je voulais savoir quels sont les événements ou les indications qu'on est sur la bonne voie et que la thérapie avance et fait des progrès. Merci. Bon, peut-être que le choix des mots était osé. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, dans la performance, mais pas que dans la performance, bien sûr, quand j'écoute ce que dit Mehdi, je vois des parallèles. En fait, on ne peut pas se contenter de routine. On ne peut pas être statique, il faut être dans une dynamique permanente. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de se lever tous les matins et peut-être d'avoir un rituel, un échauffement, quelque chose qui permette de recréer cette acuité à la fois cognitive, perceptive, réflexe. Et donc, quand on arrive à reproduire cet état mental chaque jour, on perçoit l'environnement d'une certaine manière. On vit chaque exercice, chaque séance, chaque instant avec une forme de perception exacerbée. Et moi, je pense que c'est à partir de là qu'on combine, on fait une synthèse de tous ces signaux pour être innovant, avec
entre guillemets, si vous voulez. C'est la dynamique, c'est ce vers quoi on tend. Donc, pourquoi c'est une thérapie? Peut-être parce que, enfin, je prends appui sur mon expérience personnelle, c'est ce qui me rend heureux. C'est comme ça que je me suis construit. Et à l'inverse, il y a eu des périodes aussi où j'ai subi l'entraînement comme une espèce de reproduction quotidienne de situations. Et ça, à l'inverse, ça me rendait pas heureux du tout. Donc, j'ai l'impression qu'il y a là un enjeu. Pourquoi je parle de thérapie, c'est aussi parce que il y a, dans ce genre d'engagement ou de trajectoire, il y a de l'ego. Je sais pas, tous les artistes, tous les gens qui font ma profession sont des gens qui ont un ego très fort. Donc cette énergie, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça devient une aliénation? Est-ce que ça nous bouffe? Ou bien est-ce qu'on arrive à le convertir, à le transformer et du coup à se transformer soi-même? Voilà le côté thérapeutique finalement, c'est ça. Apprentissage, transformation, thérapie, pour moi c'est très proche. Question. Louis-Pierre Guillaume, cabinet Amalté. Ma question, c'est pour EDF, Gilles Rodriguez. Non, pas CEA, pardon. Donc, dans 60 ans, on devrait pouvoir lire les vidéos et les documents à Ascensier. Il y a 60 ans, on était en années 60. On voit les difficultés qu'on a maintenant à lire des choses faites il y a 60 ans parce que soit le lecteur pour lire les bandes magnétiques n'existe plus, soit la bande a été effacée, soit l'encodage a été oublié. Donc est-ce que il y a un lien entre KM et Records Management en instance? Est-ce que CEA a déjà processus d'un modèle de conservation à très long terme de ces contenus de la manière qu'on puisse les relire dans 60 ans. C'est pas garder en stock la bande, ou la vidéo au format MPEG. Est-ce que j'ai des processus comme fait l'INA de s'assurer que je porte régulièrement les formats, etc. et les liens entre les documents pour que dans 60 ans, ce sera encore réutilisable avec les futurs technos qu'on ne connaît pas encore? Oui, alors c'est quelque chose auquel on réfléchit parce que déjà on s'est confronté, effectivement, les documents d'il y a 60 ans, à un moment donné, c'était du papier, on a essayé de tout scanner pour revenir à un support qui était un peu plus durable que le papier. Et alors, c'est au niveau national, il y a des réflexions qui sont menées, et donc le projet Astrid et ce que j'ai fait sur Knowledge Management rentre dans ces réflexions-là, justement, pour avoir un support durable et pérenne. Mais c'est fait au niveau national, cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas prise nous, par contre, on a été volontaire pour dire on veut bien servir de cobaye pour ces réflexions. Donc c'est le projet Vitam, je crois, ou Vitamine, si vous connaissez. Merci. Peut-être une dernière question, je crois qu'on a une question en ligne. Et après, on passe à la dernière table ronde. En fait, on a plusieurs questions en ligne, donc je vais être obligée de ne pas toutes les poser. C'est pour Gilles Rodriguez également. Comment est structurée l'équipe et le temps dédié pour les missions du KM et quel est l'appui du CODIR? Alors, quand on a été en équipe projet, le KM, comme M. Jourdain, on en faisait sans trop savoir ce qu'on faisait. On avait juste un processus de gestion documentaire qu'on savait être très bien faite. Hein. Donc ça, c'était pour nous, notre base KM, c'était notre gestion documentaire, mais on ne faisait pas plus que ça. Par contre, donc après l'équipe projet, c'était une vingtaine de personnes. On a commencé à y réfléchir un an avant, pour pouvoir comment, donc c'était cette couche supplémentaire pour mettre des vidéos. Et ce qu'on a fait aussi, on a dit, bon, la base documentaire, on a les idées en tête. On a dit, on va faire des stress tests de cette base documentaire. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons chercher des documents, mais ça va être d'autres personnes qui connaissent rien, qui vont chercher. Et on avait une responsable documentaire aussi, qui était une experte, et qui nous donnait des exercices en nous disant, voilà combien de temps vous avez mis pour trouver ce document. Est-ce que c'est bien classé? Et ces stress tests, ils ont été assez intéressants parce qu'en fait, ils nous ont permis de savoir si sur ce quoi on devait travailler dans le futur. C'était, enfin, qu'on voit un petit peu la forêt, c'est-à-dire qu'on était dans une forêt et donc l'objectif numéro 1, c'était peut-être un peu clarifier la forêt, ou est-ce que c'était mettre une couche supplémentaire de knowledge management? Et les premiers stress tests qu'on a fait de nos bases documentaires a montré qu'on était dans quelque chose de bien structuré, donc c'était pas là qu'il fallait travailler, c'était vraiment quelque chose en interface. Mais on l'a vu vraiment à la fin de faire du KM, sinon c'était vraiment pas un sujet. Et la CODIR, il voit le projet, il voit la communication du projet, mais le knowledge, c'est pas quelque chose qui est vraiment imprégné. Alors c'est peut-être
inhérent au CEA, mais en tout cas, c'est un tas de fait pour cette expérience. Merci. Et apparemment, je peux poser une autre salve de questions. C'est sur la préparation des interviews. Comment les préparez-vous? Comment priorisez-vous les sujets? Est-ce que vous avez besoin de les prioriser? Et alors, comme vous parliez de base documentaire, mais peut-être pour précision, le contenu des interviews est-il trouvable à travers un moteur de recherche? Donc, ça s'adresse également aux vidéos, n'est-ce pas? Oui, alors, on n'est pas allé jusqu'à ce point-là de faire un contenu des interviews retrouvable par un moteur de recherche. C'est peut-être quelque chose qu'on fera, mais bon, là, je suis un peu confronté à un problème de temps et de financement parce que j'ai plus beaucoup de choses pour le faire. Mais bon, expérimentalement, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait vu pour aller plus loin, si on devait aller plus loin dans ce sujet-là. Après, c'est vrai que maintenant, là, comme les jeunes ont pris la relève, du coup, on voit qu'ils retrouvent facilement les documents, ils nous disent pas je suis perdu, donc on n'est pas allé plus loin. Alors comment on prépare les interviews? C'est un peu compliqué. Alors j'avais fait un tableau, savoir est-ce que sur un sujet il faut une interview, il faut un document à rédiger ou il faut les deux et comment je privilégie l'un ou l'autre, pourquoi je fais un MOOC, pourquoi je fais pas. Bon, c'est assez compliqué. J'essaie de, par rapport à la personne qu'on va interviewer, donc, j'essaie de voir déjà qu'est-ce qu'elle doit nous apporter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais lui extraire. Parce qu'il y a des choses qui vont me donner comme information et que j'ai pas envie de savoir, ou si c'est peut-être intéressant comme ça dans l'immédiat, mais pas pour le KM. Si il vient avec 20 anecdotes, bon, c'est super intéressant, on rigole bien, mais ma structure KM, elle sera pas là derrière. Donc, je prépare les questions avec des experts en leur disant qu'est-ce que vous voulez savoir. Et après, je suis au fil de l'eau, donc moi, je me mets vraiment en retrait. Sauf quand je vois la discussion qui commence à dériver, où on va reposer des questions. Et on va réorienter le sujet sur les questions sur lesquelles on voulait vraiment avoir le retour de son information. C'est un peu comme ça qu'on fait. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, ça a marché pas mal. Et après, alors, quel pourcentage de savoir on a pu extraire des gens? Franchement, j'en sais rien. Mais on a essayé de discuter avant et eux, quand on les voit, on fait une petite discussion avant, ils nous disent, bon, j'ai fait ça 20 ans dans ma carrière, mais ça, tu retrouveras, ça a été suivi, il n'y a pas de souci. Là, par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que j'ai fait. Et donc, on dit, on va s'orienter sur ça. On reboucle pour savoir si effectivement, ce qu'ils ne savaient pas et ce qu'il n'a pas très bien transmis, ça reste intéressant, parce que des fois, il y a des voies sans issue, hein, des développements scientifiques qui sont en voie sans issue. Et après, on commence à construire un schéma de questions et on espère de bonnes réponses de l'autre côté. Merci. Je crois qu'on peut remercier tous nos intervenants